D'ici quelques minutes, on sera par téléphone avec Eric Lewin pour détailler, commenter quelques-uns des grands résultats du jour, mais peut-être d'abord la toile de fond macroéconomique et la toile de fond en matière de politique monétaire avec ce rendez-vous de la Fed attendu ce soir. Deux invités avec nous en plateau pour cette première demi-heure. David Calfon est à nos côtés, le président de Sansot Investment Solutions. David, bonjour. Bonjour. Et Arthur Cluet qui est gérant chez AssetFi. Bonjour Arthur. Messieurs, un mot effectivement de la toile de fond macroéconomique et des discours des banques centrales qui ont été délivrés ces derniers temps. Quelle lecture est-ce que vous en faites, David? Évidemment, on a eu le discours de la BCE la semaine dernière. On attend le discours, en tout cas le communiqué de la Fed ce soir. Quelle lecture est-ce que vous faites de ce moment qui paraît important là en matière de politique monétaire, avec des changements de communication qui perturbent un peu les marchés? On pourra parler d'échanges évidemment, mais on sent quand même que tout le monde n'est pas à l'aise avec la communication aujourd'hui des banques centrales. Non, parce qu'il y a un certain décalage. En fait, d'un côté, on a une activité économique qui est plutôt bonne. On a des indices de confiance en Europe qui sont au plus haut depuis 10 ans. Aux États-Unis, ça va plutôt très bien aussi. À part l'inflation, qui est le seul sujet où tout le monde se demande où est passée l'inflation. Mais globalement, les indicateurs d'activité sont très bons. Donc on sent bien qu'on doit arriver à la fin de cette perfusion de liquidités incessante à laquelle les marchés ont été soumis depuis la grande crise financière. Pour autant, le tout est à quel rythme se ruer vers la sortie et bien entendu faire bien attention entre banques centrales, parce que je suis convaincu qu'il y a une coordination pour retirer cette liquidité sans heurter les marchés. On voit les banques centrales très très soucieuses dans leur communication de ne pas en faire trop vite. Quelle est la banque centrale, et je parle essentiellement de la BCE et de la Fed, qui vous paraît être aujourd'hui dans la situation la plus confortable pour continuer de progresser sur son chemin? C'est sans aucun doute les États-Unis. Les États-Unis, en fait... Le marché semble en douter, justement, là. Oui, mais en fait, la Banque centrale américaine réussit son numéro d'équilibriste depuis, mis à part le faux pas de 2013, le taper tantrum qui avait été un peu déstabilisant, depuis elle franchit les étapes régulièrement, et ce qui est intéressant, c'est que il y aurait eu un perturbateur qui aurait pu être extrêmement présent, c'est Donald Trump, et une politique qui était soi-disant extrêmement procyclique à un moment donné où le cycle américain n'en avait pas besoin. Et donc ça aurait pu mettre de l'huile sur le feu et mettre la Fed dans une situation un peu délicate, dans l'obligation d'agir plus vite, plus fort. Et on voit bien qu'avec ce certain immobilisme, la Fed se retrouve juste à gérer une économie américaine qui, globalement, va mieux, est sur le bon rythme. Donc, normalement, elle devrait progressivement arriver à continuer son programme de resserrement monétaire. Et donc, ça veut dire que le marché se trompe, ou le marché, on peut regarder beaucoup d'indicateurs de marché, que ce soit sur la partie inflation, sur les changes également, le marché est un peu trop complaisant par rapport à la situation que vous nous décrivez de votre point de vue, dans laquelle se trouve la Réserve fédérale américaine aujourd'hui? Non, je pense que l'un des problèmes, c'est les revirements d'anticipation, qui sont, donc les marchés n'ont pas du tout la même horloge que les banques centrales, et c'est vrai que autant au mois de novembre, tout le monde a pricé quasiment instantanément une politique extrêmement procyclique. Puis, dès qu'il y a eu les premiers signes de difficulté à bouger de Donald Trump, le revirement a été extrêmement violent également. On le voit avec un euro-dollar qui sort, là pour le coup, qui sort de la zone de confort, le fameux 1,05, 1,15 dans laquelle la parité euro-dollar était coincée depuis 2 ans. On la voit franchir les 1,15. Donc, de ce côté-là, je pense que quand même, les marchés vont un peu trop vite. Et si on prend un peu de recul et que l'on regarde le rythme de l'économie et le rythme des banques centrales, les choses vont plutôt bien. Arthur Cluet, vos commentaires et notamment sur la parité euro-dollar. Est-ce que le mouvement récent, alors on l'explique à chaque fois, mais il y a eu l'affaiblissement du dollar qu'on a beaucoup commenté ces derniers mois, et puis on sent quand même qu'il y a aussi un mouvement qui porte l'euro aujourd'hui, peut-être un mouvement récent qui date de quelques semaines. Est-ce que c'est un mouvement que vous comprenez? Est-ce que c'est un mouvement qui est gênant aussi, peut-être par rapport au scénario qu'on a, et notamment sur la zone euro et les actions européennes? Qu'est-ce que vous en dites? Je pense qu'on peut revenir au fait que le risque économique a quand même
largement diminué en zone euro, ce qui a permis de soutenir le cours. Et pendant ce temps-là, c'était vraiment contre les anticipations qu'on pouvait avoir en début d'année. C'est-à-dire qu'on avait des signes de faiblesse sur les États-Unis, comme l'a expliqué David, ce qui a permis aussi au cours d'en arriver là où on en est aujourd'hui. Quasiment 1,17 hier. Voilà, c'est ça. Ce qu'on n'avait pas vu depuis 2014, je crois. Exactement. Donc il y a ce cycle économique quand même qui reprend en zone euro, qui est de plus en plus fort, si on peut le dire comme ça. Il reste pas encore très fort, mais c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on pouvait attendre. Et à côté de ça, il y a des indicateurs économiques en zone euro qui sont vraiment très bons. Et à côté de ça, on a encore une politique de la Banque centrale qui reste très accommodante. Elle le sera dans le futur. Mais on a le discours qui petit à petit change, évolue. Ça reste le même. Mais on sent qu'il y a une petite inflexion, qu'on commence à penser à la sortie. Donc même si ça intervient après la Fed, ça reste quand même quelque chose qui rentre dans la tête des investisseurs petit à petit. Et même si on est encore loin de la cible de l'inflation, c'est encore une fois pas pour tout de suite, c'est quelque chose qu'on commence à prendre en compte. Le marché va vite en besogne, vous nous disiez David. Moi, quand même, est-ce qu'à ces niveaux d'euro-dollar, est-ce qu'on est encore à l'aise avec un scénario rose, un scénario Goldilocks, boucle d'or pour les actifs risqués en zone euro, avec cette croissance qui sera fermée, certes, et là, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, ce manque d'inflation qui fait que la BCE ne sera pas trop agressive, ou est-ce que quand même l'euro, ça peut être aussi le revers de la médaille d'une certaine manière à ce niveau-là, est-ce qu'on est encore confortable avec la situation et le scénario qu'on a sur les actions européennes? Effectivement, ça peut être un revers de la médaille. Après, comme vous l'avez dit, le marché est très micro en ce moment. Donc pour l'instant, on a plutôt des bonnes, voire très bonnes publications. Donc je pense que ça peut soutenir le cours encore pendant quelques temps. Et puis après, c'est vraiment le mois de septembre qui risque d'être, en tout cas, scruté plus par les investisseurs, puisque c'est là où les banques centrales, aussi bien européennes que américaines, annonceront des décisions ou un statu quo. Et d'avoir des détails sur le programme de chacune des grandes banques centrales, que ce soit la BCE ou la Fed, septembre, octobre, ou en tout cas d'ici la fin de l'année, d'avoir ces détails, ce sera important pour les investisseurs pour éventuellement réajuster les prix de marché, réajuster la parité euro-dollar, Arthur? Bien sûr, enfin on est quand même depuis quelques années maintenant dans un marché qui est gouverné soit par la politique mais par la majeure partie du temps par les banques centrales. Et donc le discours des banques centrales, ça reste toujours quelque chose de très scruté par les investisseurs pour pouvoir avoir des anticipations cohérentes dans chaque cycle économique sur les différentes zones géographiques. On célèbre les 5 ans du Whatever It Takes aujourd'hui. 26 juillet 2012, Draghi à Londres nous disait que la BCE ferait tout, dans le cadre de son mandat, tout ce qu'il en coûtera pour préserver l'intégrité de l'euro, l'intégrité de la zone euro. Enfin, je sais pas, il y a un rapide bilan à faire. Il a réussi sur tous les points, tous les objectifs qu'il pouvait se fixer. Il y a matière quand même à discuter de la situation ou pas, David? Non, le risque de l'éclatement de la zone euro, il est quand même écarté. Là, on s'en est encore un petit peu servi comme argument électoral ces derniers mois, mais heureusement, mis à part cette tentation, il n'y a plus vraiment de doute sur l'unité de la zone euro, sauf avoir l'Italie et l'actualité politique. La volonté politique, revenir et remettre cela en cause. Mais d'un point de vue économique, l'idée de voir un pays sortir parce qu'au niveau économique, ça ne tient plus et ça ne colle plus avec le reste de la zone euro, je crois qu'il a réussi son mandat là-dessus. Et est-ce que dans le contexte actuel, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de marge et de place possible pour avoir une appréciation de l'euro face au dollar, face à d'autres devises? Je pense qu'au-dessus de 1,15, je pense que Mario Draghi n'est pas très à l'aise avec l'euro. C'est pas pour rien qu'il a tout de suite indiqué on veut bien préserver l'euro, mais on veut pas un euro trop fort non plus. Exactement. Donc c'est un peu comme pour le pétrole. Lorsque c'est pas assez cher, tout d'un coup les pays de l'OPEP se réunissent vite. Là, bien entendu, on voit bien que à 1,05, Mario Draghi est très content, mais on a les entreprises américaines qui commencent à souffrir un peu. 1,15, ça va être la réciproque côté européen. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas de voir la parité euro-dollar réintégrer cette zone de confort grâce à un petit jeu de coopération entre les banques centrales américaines et européennes. Donc on verra quand même, ce sera intéressant. Il n'y a pas de conférence de presse de Yellen ce soir, mais est-ce qu'ils vont vouloir faire passer un message particulier dans le communiqué sur l'idée qu'on va continuer ce processus de normalisation, qu'on va bientôt attaquer la réduction du bilan. Donc ce sera intéressant de suivre effectivement la réaction du dollar après le communiqué de la Fed. Ce sera ce soir à 20h. Voilà pour les enjeux de politique monétaire, les enjeux des banques centrales aujourd'hui. Passons à l'actualité la plus chargée peut-être aujourd'hui pour cette session de bourse. Les résultats d'entreprise. On va en dire un mot avec vous deux. Messieurs, vous restez en plateau à nos côtés. Et Eric Lewin qui nous rejoint par téléphone, analyste responsable des actions aux publications Agora
Bora. Bonjour Eric, bienvenue à vous. Merci de nous rejoindre Eric. Énormément de résultats d'entreprise et ce sera encore plus monstrueux demain pour ceux qui s'y intéressent. Quels sont les résultats qui vous marquent le plus aujourd'hui et sur lesquels vous avez envie d'apporter quelques commentaires? Eric, je vous impose peut-être le premier dossier qui est en tête du CAC 40 à l'heure où on se parle. C'est le dossier Peugeot et c'est vrai que l'actualité du secteur automobile a été très chargée ces derniers jours. Peugeot, les résultats, est-ce que ça vaut 3,5% de hausse aujourd'hui? Écoutez, alors déjà c'est vrai qu'on a 3 jours fous, un mercredi, jeudi, vendredi, avec la publication de quasiment 70% du CAC 40. Sur le dossier Peugeot, moi ce que je retiens, puisqu'il faut être assez synthétique, il y a quand même un record de rentabilité dans la division automobile, 7,3% en rentabilité opérationnelle. Je vous rappelle, mon cher Grégoire, qu'il y a 5 ans, le groupe était en quasi-faillite. Il faut dire également que le free cash flow, je rentre un petit peu dans les détails, est de plus de 1 milliard d'euros, ce qui est une bonne chose. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est le relèvement des prévisions dans toutes les zones où est présent le groupe, l'Europe, la Russie, l'Amérique latine. On attendait par exemple 1% de hausse sur le marché européen cette année. Il y aura 3% du côté de Peugeot. Il y a un très bon mix produit des nouveaux lancements, la 3008, la C3. Alors, est-ce que c'est mérité? Bien écoutez, de toutes les sociétés qui publient aujourd'hui, c'est quand même la société qui a fait le meilleur effet, c'est-à-dire que c'est quand même la société qui est nettement en avance avec toutes les prévisions, et c'est pour ça qu'elle gagne 3,5%. Maintenant, l'action gagne quand même 285% de hausse en 5 ans. J'ai bien regardé dans le CAC 40, Peugeot n'a pas été toujours dans le CAC 40, mais c'est parmi les 3 plus fortes hausses en 5 ans du CAC 40. Il y a Valeo, il y a le Crédit Agricole, et il y a donc Peugeot, ça vaut 9 fois les bénéfices. Moi, je pense qu'il y a encore un petit chouïa à gagner. On pourrait aller voir les 20, 22 euros. Au-dessus, franchement, ça serait très cher payé parce que vous savez très bien que dans l'automobile, on paye jamais au-dessus de 10, 11 fois les bénéfices. Bon, on arrive quand même dans la zone où ça semble être, où ça commence à être en tout cas bien intégré, où les bonnes nouvelles commencent à être bien intégrées par les marchés. Peugeot, néanmoins en tête du CAC, aujourd'hui, plus 3,5% avec, vous l'avez signalé Eric, ses marges records, marge opérationnelle record pour la division automobile. Je passe un peu en revue tous les titres et notamment les réactions positives pour l'instant. Alors ça se passe bien sur Atos et sa filiale Worldline qui ont très bien publié. Ça se passe bien également pour Thales dans le secteur de la défense, pour ST Micro dans le secteur des tech et des semi-conducteurs. On sera avec le directeur général délégué de ST Micro tout à l'heure, Eric. ST Micro, effectivement, très belle histoire de recovery boursière. Ça a commencé en 2016 et ça semble se confirmer là sur les chiffres qui ont été publiés pour le premier semestre. Très bon, mais si vous voulez, moi je préfère insister quand même. Alors c'est pas le même secteur sur Thales, vous êtes passé rapidement sur Thales, mais c'est vraiment une société qui mériterait de rentrer au CAC 40. Il y a 20 milliards de capitalisation boursière et qu'il n'y a que des effets positifs sur Thales. Croissance organique de 5,9%, entrée de commande de l'ordre de 6 milliards d'euros, plus de 8 contrats au-dessus de 100 millions d'euros, amélioration de la marge opérationnelle, trésorerie nette supérieure à 2 milliards. Ils avaient une branche transport sur Thales qui ne se portait pas bien. Elle est maintenant dans le vert. Alors là aussi, il y a 5% simplement de hausse depuis le début de l'année. Moi, je pense que c'est encore jouable de gagner 10 à 15% sur le dossier Thales parce que ça vaut 17 fois les bénéfices. C'est pas donné, mais c'est vraiment un super dossier. Excusez-moi de ne pas avoir parlé d'ST Micro, mais à choisir, je préfère vraiment évoquer ce très beau dossier qu'est Thales. Bon, Thales, très belle réaction de marché aussi. Le titre gagne 2,5% donc sur la publication du jour. Alors, il y a un dossier un peu particulier là qui se distingue aussi aujourd'hui dans les valeurs moyennes. Eric, c'est le dossier Fnac Darty. Alors, ils ont publié des chiffres. Je crois qu'il y a des éléments exceptionnels qui peut-être pèsent un petit peu sur l'activité là du trimestre écoulé. Mais surtout, peut-être ce qui fait le plus gros effet, c'est le changement d'actionnaire de référence. La sortie de la famille Pinault, Artemis. Et c'est donc la maison mère du groupe Metro dans la distribution, un des géants de la distribution, groupe allemand, qui récupère les 23-24%, je crois, de participation qu'avait la famille Pinault. Comment vous regardez ce dossier aujourd'hui, sachant que Fnac Darty vient de perdre également, d'une certaine manière, Alexandre Bompard? Fnac Darty, il y a deux choses à retenir. D'abord, plutôt que les résultats, il faut retenir les synergies. Ils sont en avance. On aura environ 130 millions d'euros réalisés d'ici fin 2018. Donc ça, c'est le premier salut boursier. Le deuxième salut, c'est bien sûr Metro qui entre à la place d'Artemis dans le capital à 70 euros par action. Avec une décote, ça doit faire autour de 8 à 10% parce que je crois qu'on vaut 76-77 euros, si je dis pas trop de bêtises, sur le dossier Fnac Darty. Ça devient le premier actionnaire. Il y a un aspect spéculatif parce qu'on se dit pourquoi Metro resterait simplement à 24% du groupe. Moi, j'ai le sentiment qu'Alexandre Bompard a fait un travail exceptionnel. Il a réussi à redresser sa rentabilité dans un contexte ultra concurrentiel. Rappelez-vous, on avait parlé quand il y avait eu la mise en bourse de la Fnac en 2013, ça valait autour de 15-16 euros. Personne n'en voulait. Oui.
Personne, je vous rappelle sur votre antenne, tout le monde était négatif, même moi, j'avais du mal à voir avec la concurrence, et pourtant, capitalisation boursière multipliée par plus de 6. Alors là, ce qui se passe sur le dossier, c'est bien sûr l'aspect spéculatif. On se dit que Metro, tôt ou tard, pourrait prendre une participation beaucoup plus importante, voire lancer une OPA. On n'en est pas encore là, mais disons que celui qui fait une opération absolument exceptionnelle, c'est bien sûr la famille Pinault, qui avait rentré donc sa participation, qui était déjà dans le capital, mais qui sort quand même quasiment au plus haut niveau historique pour le groupe Fnac Darty. Franchement, on n'y croyait pas, c'est la très très bonne surprise depuis 4-5 ans quand même à la Bourse de Paris. Bon, Fnac Darty, plus 4,5%, donc sur toutes ces nouvelles positives qui soutiennent le cours de bourse, 79 € là précisément au moment où on se parle. Et puis alors, à l'inverse, un accident, c'est celui de Showroom Privé qui est entré en bourse il y a 2 ans, je crois, Eric, vous me corrigez si je me trompe. J'ai l'impression que c'est quand même leur premier gros accident boursier sur une publication et un profit warning. Là, que se passe-t-il chez Showroom Privé, Eric? Ouais, ça fait à peu près 2 ans et demi. Gros gadin. Alors en fait, bon, chiffre d'affaires ce premier semestre en hausse de 27%. Le problème, c'est que la rentabilité passe de 6,6% à 3,6%. Et qu'ils font également un profit warning sur l'ensemble de l'année en prévoyant une marge entre 5,5% et 6%. Pourquoi? Bien, ils ont acheté un groupe italien l'an dernier qui s'appelle Saldi Privati, excusez-moi pour l'accent qui n'est pas génial. Et bien évidemment, dans ce secteur, vous savez, les secteurs des ventes en ligne, c'est intéressant en termes de chiffre d'affaires, mais souvent les rentabilités sont faibles. Et dès qu'il y a un petit accident, dès qu'il y a une acquisition à digérer, ça peut provoquer des dégâts. Ce qui se passe aujourd'hui avec un énorme gadin sur le titre, moins 20%. Alors moi, ce qui m'étonne quand même, c'est Conforama, on en avait parlé, avait pris à la mi-mai 17% du capital à 27 €. Donc, franchement, pour Conforama, c'est quand même la douche froide. Je pense surtout aux actionnaires de Conforama, parce que l'action doit valoir autour de 18-19, ça vaut 27 €. C'est un gros gadin, et ça nous prouve que ce secteur est quand même très difficile à analyser, parce que les rentabilités peuvent facilement décroître, et c'est quand même ultra concurrentiel. Je suis pas inquiet du tout pour la pérennité de la société, parce qu'elle est gérée par un tandem assez complémentaire entre David Dayan et Thierry Petit, mais c'est quand même un accident de croissance important. Bon, ce sera à surveiller effectivement, à suivre les prochaines évolutions d'activité et de marge, surtout de Showroom Privé, vous l'avez très bien dit Eric, et c'est quand même la grosse sanction du jour, une baisse de plus de 20%, donc vous le disiez, vous le rappeliez à juste titre, Conforama est entré sur la base de 27 € par action, on est à 18 aujourd'hui, 27 € par action, c'était il y a quelques mois à peine, et puis on notera dans la série des accidents aujourd'hui, la publication de Monakea dans les équipements médicaux, le titre là est lourdement sanctionné également cet après-midi avec une baisse de 15%. Merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous par téléphone pour commenter quelques-uns des grands résultats d'entreprises qui marquent cette séance. Messieurs, on est toujours en plateau avec vous. David Calfon pour Sanso Investment Solutions et Arthur Cluet pour A7FI. Je vous demande pas des commentaires spécifiques sur des dossiers particuliers, mais cette saison de résultats en Europe, on a le sentiment que là aussi on est à un moment clé. C'est-à-dire que depuis des années, on n'avait plus ce momentum bénéficiaire ou ces anticipations d'accélération des bénéfices des entreprises européennes. On a le sentiment là quand même que cette saison elle va être très importante pour confirmer ce scénario, David. Tout à fait. Alors c'est quelque chose qu'on avait déjà eu au trimestre précédent, mais véritablement ce retour de la dynamique bénéficiaire positive en Europe, c'est quelque chose qu'on attendait depuis de nombreuses années. Qui semble se confirmer au regard là des premiers résultats qu'on peut avoir. Pour le moment, c'est ce que l'on voit. Et on le voit en Europe où là donc c'est très évident parce que on l'attendait depuis des années. On voit depuis des années que les analystes révisent à la baisse de manière constante les bénéfices. Donc là, ce n'est plus le cas, et donc c'est une excellente nouvelle et c'est porteur pour le marché. Aux États-Unis, ce qui est intéressant, c'est de voir que les surprises positives. Bon, alors il y a toujours des surprises positives parce que les sociétés américaines communiquent très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que déjà elles sont un peu supérieures à la moyenne et surtout on les retrouve au niveau du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que l'augmentation de bénéfices que l'on a aux États-Unis, c'est pas de la réduction de coûts, c'est pas des rachats d'actions pour manipuler un petit peu les ratios de rentabilité. C'est pas que ça. C'est pas que ça. Voilà, exactement. Quand on voit beaucoup ça. Enfin, ça a été beaucoup ça, mais il y a aussi vraiment de l'opérationnel, des effets pris notamment sur le chiffre d'affaires là qui sont importants à signaler. Exactement. Donc c'est pour ça que en agrégé, c'est un facteur de soutien qui est plutôt sympathique. Parmi les très bonnes nouvelles du jour, Boeing là qui relève ses prévisions, donc c'est sanctions très positives pour le titre, plus 7,5% à New York, et puis AMD dans le secteur des puces, des semi-conducteurs, là aussi qui a fait fureur hier avec ses résultats. Alors c'était hier soir après la clôture à Wall Street, mais on avait déjà la tendance sur les échanges électroniques et c'est une hausse de plus de 8% pour AMD cet après-midi. Un mot de cette saison de résultats, Arthur, et puis
Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui ou quelles sont les questions que vous vous posez pour éventuellement peut-être vous réexposer un peu plus fortement aux actions européennes? Je pense qu'on attend tout simplement que la saison continue comme elle a commencé, parce que pour l'instant, il y a à peu près un tiers des grosses sociétés européennes qui ont publié. Il n'y a pas énormément de surprises positives, mais il faut voir, comme l'a dit David, qu'il y a un consensus des analystes qui est très élevé. Donc juste de réussir à matcher ce que voulaient les analystes, c'est déjà une belle performance des entreprises européennes. On attendait quoi? Plus 15%, enfin c'est un chiffre comme ça, mais grosso modo, voilà. Progression à 2 chiffres. Donc déjà, il faut assurer ça. Déjà, délivrer les plus 15 et ce sera déjà pas mal. C'est ça. Et pour l'instant, c'est ce que font les entreprises européennes. Donc si elles continuent à délivrer ces plus 15% en agrégé, effectivement, c'est sûr que ça va soutenir le cours. Et puis, bien sûr, aux États-Unis, comme l'a dit aussi David, les entreprises communiquent très bien. Donc, on a beaucoup de surprises positives, mais on est à environ, sur les earnings, à 7,5% en agrégé et environ un tiers aussi des entreprises qui ont publié. Donc, ça reste toujours des bons résultats. Donc, je pense que vraiment, il va falloir attendre septembre pour voir ce qui se passe sur les prochains chiffres macroéconomiques, voir si en Europe, ils sont toujours aussi bons, si aux US, on a un peu un rattrapage de l'inflation et quels vont être les discours vraiment des différentes banques centrales pour potentiellement rajouter encore un petit peu d'actions européennes dans les portefeuilles. Quelles sont, dernière question pour vous David, quels sont les thèmes géographiques, sectoriels qui vous paraissent être toujours de mise sur les marchés aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des nouveaux thèmes qui apparaissent ou en tout cas qu'il faut prendre en compte? Est-ce qu'il faut renforcer sa conviction sur les actions de la zone euro? Je parle de ça parce que c'est le gros consensus et ça reste très consensuel. Est-ce que ça reste en place aujourd'hui? Alors oui, alors je pense que ce qui est peut-être un petit peu moins consensuel, c'est à l'intérieur de la zone euro, nous on s'intéresse beaucoup au secteur bancaire, même si effectivement la performance depuis le début de l'année est... Ça fait partie des meilleurs secteurs depuis le début de l'année, hein. Voilà, plus 10 grosso modo pour les banques depuis le début de l'année sur le stock 600. Mais on reste sur des valorisations qui sont encore assez faibles. C'est un secteur qui est sous-détenu. Très très sous-détenu malgré les mouvements qu'on a eu depuis le début de l'année. Et si on devait revoir ne serait-ce qu'un léger alignement des attentes au niveau des taux d'intérêt, parce que on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que si on regarde la courbe des taux et le niveau des taux d'intérêt à 2 ans en Europe par rapport aux chiffres économiques, il y a quand même une petite incohérence, donc à un moment donné, il faudra en parler. Et ça, c'est un mouvement, hausse des taux courts, des taux longs, mais c'est ce qu'on appelle la pantification de la courbe. C'est un mouvement qui doit se poursuivre. Et pour jouer ce mouvement, vous dites, le secteur bancaire, c'est l'un des meilleurs véhicules, tout à fait. C'est un secteur qui doit mieux faire encore. C'est ce que vous attendez du secteur bancaire en bourse. On aura les premiers résultats des grandes banques françaises en fin de semaine, un BNP, et puis après tout au long de la semaine prochaine. On a 10 jours devant nous, intenses en matière de publication d'entreprise pour se faire une idée précise effectivement de l'état de santé et des perspectives de ces grands groupes européens. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été avec nous pendant cette première demi-heure en plateau. David Calfon, président de Sanso Investment Solutions et Arthur Cluet, gérant chez Asset